En pratique, vous avez bien compris que c'est un algorithme, la plasie médulaire, et que donc il y a la greffe et l'immunosuppression. Donc la première chose, c'est pourquoi faire une greffe dans la plasie médulaire. Donc en pratique, simplement, ça c'est quelque chose qui est assez complexe, mais qui est facile à comprendre. En fait, là, les cellules du sang sont fabriquées par la moelle, tout simplement. Et donc évidemment, en pratique, on a trois types de cellules. On a en fait les globules blancs qui sont responsables de vous protéger contre les infections. On a des globules rouges qui permettent l'oxygène d'arriver dans les tissus et donc d'avoir une vie normale et de ne pas être fatigué. Et puis il y a les plaquettes qui font que, on arrive à ne pas saigner et quand on se blesse à pouvoir coaguler. Donc ces trois cellules sont fabriquées par la moelle, et en pratique, s'il n'y a plus, évidemment, on se retrouve avec un déficit majeur de toutes les lignées. Et donc, c'est ce qu'on vous a expliqué au départ, c'est souvent les points d'appel, c'est-à-dire des gens qui sont fatigués, qui sont infectés ou qui ont des saignements qui ne s'arrêtent pas quand ils se blessent. Et donc, en pratique, quand on est dans cette situation-là, il y a deux situations. Il y a la situation où on peut remplacer le tissu malade, donc c'est finalement une greffe comme une greffe de rein, une greffe de foie, on remplace la moelle, même si vous allez le voir, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, quand on ne peut pas faire une greffe parce qu'on pense que par rapport aux caractéristiques de la maladie, par rapport aux donneurs et par rapport aux malades, il est plus risqué de faire une greffe que de bloquer le système immunitaire qui est responsable de cette maladie, on fait un traitement immunosuppresseur et c'est ce que vient de vous développer Fiorenza. Donc en pratique, donc moi je vous parle de greffe. Donc comment ça se passe? Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que souvent on confond en fait autogreffe et allogreffe. Et ça, vraiment, dans la population générale, on a tendance à vraiment confondre ces deux choses. Ça n'a aucun intérêt dans la plasie médulaire de faire une autogreffe. L'autogreffe, en fait, a du sens quand on veut guérir un cancer et dont on sait que la dose de chimiothérapie apportée sera tellement forte que ça va détruire la moelle. À ce moment-là, on récupère un peu de moelle avant, on fait le conditionnement, donc la chimiothérapie lourde, et on réinjecte la moelle du malade pour que cette moelle, finalement, permette de faire une chimiothérapie forte et qu'on ait un sang normal après. Là, ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a déjà plus de cellules. Donc, on ne va pas pouvoir récupérer des cellules et la moelle est déjà vide, donc ça ne sert à rien de faire une chimiothérapie. Donc là, vraiment, on parle d'une allogreffe, c'est-à-dire d'une greffe à partir d'un individu différent, soit dans la famille, à ce moment-là, c'est un frère ou une sœur, soit quelqu'un qui a décidé de s'inscrire sur des fichiers internationaux et de donner sa moelle, donc ça peut être un Australien, un Néo-Zélandais, un Américain, etc. Et en pratique, donc de faire une greffe à partir d'un sujet qui de toute façon est différent. Voilà. Et donc en pratique, comment ça se passe? Donc voilà comment on fait pour réaliser cette allogreffe, allo voulant dire un sujet différent. La première partie, c'est un conditionnement. Donc en fait, un conditionnement, ça vise à préparer le malade. Et donc dans la plasie médulaire, vous l'avez bien compris, on ne fait pas de chimiothérapie lourde puisque la moelle est déjà plus là, elle est déjà vide. Il n'y a pas besoin d'aller enlever. J'ai toujours cette image en consultation, c'est comme quand vous déménagez, quand vous allez quelque part, si vous voulez mettre vos meubles, il faut que la personne qui habitait avant ait enlevé les siens. Et la greffe de moelle, c'est pareil. Il faut normalement éliminer ce qui reste de cellules souches hématopoïétiques pour que les nouvelles puissent s'installer et développer. Là, on est tranquille, la maison est déjà vide, donc c'est pas la peine, encore une fois, de faire des conditionnements lourds dans le cadre de la plasie médulaire. Donc c'est des conditionnements qui sont plutôt réduit. Et puis ensuite, on va injecter donc ces cellules qui viennent d'un sujet différent. Donc je vous l'ai dit, soit de la moelle osseuse, soit des cellules souches périphériques, vous savez qu'on récupère en périphérie, ou alors du sang placentaire. En pratique, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la très grande majorité des greffes dans le cadre de la plasie médulaire sont faites à partir de moelle osseuse. Et on va le voir dans une minute, c'est parce qu'une des complications de la greffe, c'est la réaction du greffon contre l'autre. C'est-à-dire que comme on prend un sujet différent, ce sujet peut bien entendu, les cellules de ce sujet, réagir contre le receveur, réagir contre le patient, puisqu'elles sont différentes, et donc entraîner cette maladie qui s'appelle la maladie du greffon contre l'autre. Et ce qu'on sait, c'est que la moelle osseuse donne moins de maladies du greffon contre l'autre que les cellules souches périphériques. C'est pour ça qu'on privilégie cette source de cellules. Et puis après, on va en parler dans un instant, il y a aussi des greffes dites expérimentale, c'est-à-dire d'essayer de trouver des cellules souches quand quelqu'un n'a pas de donneur dans sa famille, quand quelqu'un n'a pas de donneur sur le fichier, des cellules souches d'une autre origine, et on sait que dans le sang placentaire, il y a des cellules qui sont capables de refaire une moelle, et donc c'est pour ça que c'est aussi une source de cellules. Voilà. Alors en pratique, en fait, une greffe, après, c'est assez simple et pas vraiment différent d'une autre thérapeutique, autogreffe ou autre. C'est-à-dire qu'on a réinjecté les cellules, on va être en aplasie pendant 2 à 3 semaines. Et puis ensuite, petit à petit, le sang du donneur va réapparaître chez le receveur. C'est-à-dire que le receveur va être un être chimère où ses organes seront les siens du départ, mais son sang sera celui du donneur.
Voilà. Et donc ça, c'est un peu simplifié, hein, évidemment que ça ne se passe pas aussi simplement, mais simplement pour que théoriquement, vous compreniez comment ça marche. Et puis après, donc, le risque de la greffe, pourquoi on ne fait pas une greffe de moelle à tout le monde dans la plasie médulaire? Pourquoi dès qu'on a un patient, on ne pense pas tout de suite à la greffe? C'est parce que la complication de la plasie médulaire, c'est la réaction du greffon contre l'autre. Je vous l'ai dit, même si on est compatible, on a en fait une carte d'identité immunologique, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre le meilleur donneur, celui qui vous ressemble le plus, même dans cette situation où la carte est parfaite, on a des identités parfaites, même avec un frère, une sœur, même chez des sujets jeunes, on est quand même différent. Il n'y en a pas un qui se ressemble dans la salle. On est quand même différent. Hein, on n'est pas jumeaux. Et donc, à partir de là, comme on est différent, eh bien, le système immunitaire va réagir dans la nouvelle ambiance où il est, c'est-à-dire chez le receveur. Et donc, en pratique, il va réagir en attaquant le receveur. Et il y a 3 organes qui sont attaqués en priorité après une greffe. C'est le tube digestif, la peau et le foie. Pourquoi? Parce que ce sont des organes qui se divisent vite et qui donc sont extrêmement rapidement ciblés par les nouvelles cellules du système immunitaire. Donc en pratique, il ne faut pas non plus avoir peur de la GVH parce que la plasie médulaire est vraiment la maladie où il y en a le moins. Hein. C'est des sujets plutôt jeunes, c'est des greffes qui sont plutôt compatibles, donc la plupart du temps, ce risque de GVH est faible, mais ça peut arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, on a des GVH graves dans le cadre de la plasie médulaire. Et encore une fois, on n'est pas capable, au jour d'aujourd'hui, de prédire de manière certaine l'apparition d'une GVH, la gravité d'une GVH et la réponse au traitement d'une GVH après une greffe. Donc en d'autres termes, à l'heure actuelle, la greffe, on essaye de faire en sorte que tout ce qu'on contrôle, tout ce qu'on puisse contrôler, on le contrôle le mieux possible, mais il y a encore des choses qu'on ne contrôle pas. Et il y a encore des patients qui, même s'ils avaient un donneur qui était parfait, même s'ils sont jeunes, quelquefois développent une GVH, et c'est la raison pour laquelle on ne greffe évidemment pas tout le monde. Donc après, donc ça c'est la même diapositive qui a été répétée. Donc après, en pratique, quel type de greffe et comment fait-on? Eh bien, on vous l'a dit, hein, là on va un peu reprendre l'algorithme que vous a décrit Fiorenza. Si en pratique, on a une aplasie médulaire qui nécessite un traitement, c'est-à-dire une aplasie médulaire sévère, très sévère, ou alors une aplasie modérée et on est transfusé, à ce moment-là on a une indication à faire un traitement, eh bien à ce moment-là on regarde l'âge, ce fameux 40, mais qui n'est pas gravé dans le marbre. Hein, si on a 45, on peut quand même envisager une greffe en première ligne. Ce n'est pas quelque chose, simplement il nous faut bien des barrières, il nous faut bien des guidelines, comme on dit, des recommandations. Et en pratique, c'est 40 avec un donneur géno-identique. Et là, on fait la greffe. Et ce sont des greffes qui souvent se passent bien. Les patients vont bien. La plupart du temps, ils retournent au travail. Donc c'est vraiment pour moi, je pense que ce sera même la dernière indication des allogreffes, hein, parce qu'on est en train de tellement développer des traitements ciblés dans l'aplasie, dans les leucémies, que vraiment la moelle, pour la remplacer, on ne pourra pas faire autrement. Et donc en pratique, ce sont vraiment des greffes qui restent des greffes qui sont avec des très bons résultats. Donc ça, je dirais que c'est la première situation avec un donneur géno-identique d'un sujet jeune. La deuxième situation, c'est comme vous l'a dit Fiorenza, tout le monde ne répond pas au traitement immunosuppresseur. On a à peu près 30 à 40% de malades qui ne vont pas répondre au SAL-cyclo. On a entendu tout à l'heure le témoignage d'une patiente qui avait besoin d'être sous révolade parce que la première ligne n'avait pas fonctionné. Et donc dans cette situation-là, on sait, là encore, prenez mes chiffres avec précaution, on sait que si on a un donneur compatible de fichiers, c'est-à-dire 10 dixièmes, retenez une carte d'identité immunologique du patient et du receveur qui est compatible, eh bien à ce moment-là, si on a moins de 30 ans ou 30 ans ou moins, eh bien les résultats des greffes non apparentées sont très bonnes. Donc là, j'avais enlevé la diapositive montrant l'évolution des patients. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la survie de ces patients est excellente après une greffe non apparentée. La seule chose, c'est que comme ce sont des greffes non apparentées, ce ne sont pas des greffes familiales, il y a un peu plus de GVH. C'est la raison pour laquelle, en première intention, on va greffer si on a un sujet jeune et un donneur dans la famille. Si on n'a pas cette situation-là, on va passer par le traitement immunosuppresseur avant de faire une greffe non apparentée, hein, parce qu'encore une fois, il y aura un peu plus de GVH avec un donneur non apparenté qu'avec un donneur apparenté. Voilà. Et puis enfin, un mot, alors des situations qui sont des situations exceptionnelles, rares, et des situations sur lesquelles on ne peut pas donner de recommandations parce qu'il n'y a pas assez de malades. On est déjà dans le cadre d'une maladie rare, on a déjà du mal à faire des études parce que ce sont des maladies rares, on a déjà du mal, vous avez vu, à faire en sorte que tout le monde traite les malades de la même façon pour pouvoir qu'à partir de 10 malades traités, on puisse faire mieux pour les 10 suivants. C'est très compliqué à faire ça. Et donc du coup, quand on a un malade
qui n'a pas répondu à un traitement immunosuppresseur parce qu'il n'a pas été greffé, parce qu'il n'avait pas de donneur dans la famille ou parce qu'il avait plus de 40 ans, il n'a pas répondu à un premier traitement immunosuppresseur, il n'a pas répondu à un deuxième traitement quel qu'il soit, ça peut être le Revolade, ça peut être refaire un traitement immunosuppresseur, ça peut être des androgènes, et bien là, en effet, la greffe est toujours possible, même si on n'a pas un donneur parfaitement compatible sur pied. Mais ce sont des situations exceptionnelles et c'est à ce moment-là qu'on parle de greffe expérimentale. Et vraiment, le mot est bien choisi. Ce sont des greffes dites alternatives. Ça veut dire que ce n'est pas standard. Ce n'est pas la greffe géno-identique du frère ou de la sœur chez un sujet jeune. Ce n'est pas la greffe à partir d'un donneur de fichier qui est parfaitement compatible chez un sujet de 30 ans ou moins. C'est vraiment une greffe pour laquelle il faut peser le pour ou le contre avec des bénéfices, mais des risques aussi beaucoup plus importants. Et donc, c'est dans cette situation-là où on arrive à faire des greffes. Maintenant, après, avec des donneurs familiaux non compatibles, ça c'est le nouveau type de greffe, et ça on en parlera à la prochaine réunion parce que pour l'instant on n'a pas assez de données là, sur ce nouveau type de greffe. Le sang placentaire, c'est AppCord, hein, c'est le protocole qu'on a fait, et vous savez très bien que ça a été un succès, mais encore une fois, pas de généralisation. Les malades étaient triés au cas par cas, c'est des cas sélectionnés. Alors Mathias Malzieu, vous verrez cet après-midi, on a fait un livre, il est en train d'en faire un film et une pièce de théâtre, mais encore une fois, on fait beaucoup de bruit autour d'un cas qui a fonctionné. Mais malheureusement, ce sont des situations exceptionnelles, hein, et ce sont des situations qui doivent le rester, où on discute entre nous, on essaye de réfléchir à la meilleure solution. Je me rappelle d'une patiente qui m'avait appelé en me disant « j'ai un donneur géno-identique, j'ai 41 ans, on va me faire une greffe, est-ce qu'il ne faudrait mieux pas prendre du sang placentaire ?» Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de cette greffe de Mathias. Non, hein, encore une fois, c'est trop risqué. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment important. Et donc en pratique, voilà, les greffes expérimentales, c'est vraiment réservé aux centres expérimentés. Ceux qui les font sont là, hein, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude d'avoir des situations difficiles de greffe, et en particulier dans l'aplasie médulaire. Vraiment, c'est quelque chose, c'est une décision qui se prend avec vous, en vous donnant vraiment les risques, pourquoi on pense que ça peut vous rendre service, pourquoi on pense que ça ne peut pas. C'est vraiment la plupart du temps réservé aux sujets très jeunes. Moi, c'est vrai qu'on a tendance, hein, au niveau du centre de référence, à discuter ce type de greffe pour des patients âgés de 20 ans ou moins. Hein. Après, on essaye toujours de faire autre chose parce qu'on sait que la greffe, après 20 ans, avec n'importe quel donneur non apparenté, c'est plus toxique. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne vous traite pas et que vous n'avez rien répondu à rien que la situation est catastrophique. Ça aussi, c'est très important. À l'heure actuelle, quelquefois, ne rien faire, c'est mieux que de faire n'importe quoi. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que ne faire que des transfusions et ne faire que des antibiotiques à des patients qui ont répondu à aucun traitement immunosuppresseur, ça permet de faire en sorte que dans les 5 années qui suivent, 7 à 8 patients sur 10 soient encore là, hein, certes vont à l'hôpital, mais soient encore là, et une vie, certes avec des transfusions, mais soient encore là, et participent à la vie de famille, et échangent. Voilà. Et alors qu'avec une greffe, ça peut se passer vite très mal. Donc encore une fois, ça c'est très important, hein, et c'est publié. C'est pour ça que quelquefois, les gens, quand on leur dit moi je ne ferai rien de plus, sont un peu déprimés, catastrophés. Les gens chez qui on faisait rien de plus il y a 10 ans, ils ont pu bénéficier du Revolade, hein, on continue de chercher, on continue vraiment de s'activer, et ces patients qui étaient encore là pour pouvoir avoir le Revolade, maintenant il y en a la moitié d'entre eux qui vont plus à l'hôpital. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas vouloir absolument être greffé, il ne faut pas vouloir absolument un traitement. Quelquefois, pour des patients qui ne répondent à rien, c'est pas si mal de faire des transfusions, d'être suivi, de faire des antibiotiques quand on veut. Voilà, et puis un mot donc de ce protocole AppCord, évidemment, qui a été un succès, mais encore une fois, c'était au cas par cas, trié, c'est des patients jeunes, hein, et donc des cas désespérés, et donc encore une fois, à prendre avec précaution, c'est pas parce que ça a marché pour eux que ça peut marcher pour vous, et c'est pas parce que on sera pas dans AppCord qu'on va pas avoir un traitement qui fonctionne. Voilà, je finis simplement sur les questions aussi que vous m'aviez posées au niveau de la greffe. Les ostéonécroses, bien sûr que ça arrive après une greffe, mais ça arrive aussi après un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire en fait le besoin d'avoir une prothèse totale de hanche. Ce n'est pas une complication grave, ça arrive chez 2 patients sur 10. C'est une complication qui se voit après traitement immunosuppresseur ou après la greffe, c'est dû aux corticoïdes. Alors bien entendu, avec une prothèse de hanche, je suis d'accord, on fait plus ou peu ou moins de VTT. On ne va pas sauter à l'élastique, mais quand même, on a une vie normale. Hein, et il faut quand même revenir un peu sur terre. Quand on est aplasie aussi grave qu'une aplasie médulaire sévère au départ, et qu'on est greffé, qu'on va retravailler, et qu'on a plus mal, et qu'on a une prothèse totale de hanche, voilà, ça va. La cyclosporine, habituellement, on l'arrête 2 ans après la greffe. Hein, mais encore une fois, je vous dis des grands chiffres
De grâce, ne pensez pas que si on ne vous a pas arrêté la cyclosporine, on parlait tout à l'heure du cas de monsieur, c'est grave. Non, la cyclosporine n'est pas un médicament toxique. Vous pouvez le prendre très longtemps. Et donc, si vous avez une numération normale, que tout va bien et que votre médecin pense qu'il faut encore vous aider la cyclosporine, surtout ne changez rien. On est toujours suivi à vie après une greffe parce que je pense que même le médecin généraliste de très bonne volonté, il n'a pas l'habitude de ce genre de malade et je préfère 1000 fois vous voir, même tous les 2 ans, ne serait-ce que 10 minutes et que si jamais vous avez mal à la hanche, je vais vous envoyer faire une radio alors que j'ai eu des patients qui avaient mal à la hanche, ils ont été coupés en rondelles avant qu'on leur fasse une radio de hanche, que si jamais vous avez telle ou telle chose sur la peau, je vous montre tout de suite un dermatologue. Voilà, même des petites choses, mais c'est pour ça qu'on aime bien suivre nos malades à vie. Puis encore une fois, les gens qui sont là, vous l'avez compris, ce sont des experts médecins généralistes. C'est-à-dire que si on fait ce métier, c'est parce que justement, on veut vous suivre à vie aussi. Et parce on a ce besoin d'être votre médecin pour les complications hématologiques, pour les autres complications. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on est là aussi ce matin d'ailleurs. Ensuite, évidemment, après une greffe, on a changé la moelle. Donc, si tout va bien, si la numération est normale, il n'y a pas besoin de refaire de ponction de moelle. Et puis, enfin, ce fameux chimérisme mixte. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais après une greffe de moelle, ça n'est pas rare d'avoir un chimérisme, c'est-à-dire la présence de cellules du donneur qui ne sont pas à 100% du sang du patient. Et ça, il ne faut pas que ça vous inquiète, ça arrive. Et si ce chimérisme est stable, c'est-à-dire s'il est à 80%, s'il est à 70%, mais qu'il est stable et que la numération est normale, c'est-à-dire que votre prise de sang ne pose pas de problème, ça n'empêche pas de baisser très doucement la cyclosporine. Alors, de grâce, ne dites pas en rentrant et en voyant votre médecin, bon, maintenant, on va descendre la néorale parce que PFO de la Tour l'a dit, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Et simplement, au cas par cas, évidemment qu'on peut rediscuter de diminuer progressivement les choses tranquillement. Voilà pour la greffe et voilà pour vos questions. À vous maintenant si vous en avez d'autres. Je ne parlerai pas de greffe, moi, parce que je n'en ai pas eu. En revanche, j'ai le fait d'avoir 2 maladies auto-immunes, une sclérose en plaques d'une part et une aplasie médulaire d'autre part. Donc ma question aujourd'hui, c'est que dans le cadre de la sclérose en plaques, ils sont en train de travailler et de faire des recherches sur le fait générateur. Et y a-t-il le même type d'études qui soient faites par rapport à l'aplasie médulaire ? Oui, on est en train, et c'est pour ça que les collaborations internationales sont extrêmement importantes. On travaille à l'échelle européenne et même internationale pour justement reprendre un grand nombre de patients pour savoir si oui ou non il y a quelque chose qui peut expliquer que certaines personnes font une aplasie ou d'autres n'en font pas, en fonction notamment d'une réponse immunitaire à un virus ou quelque chose comme ça. Donc bien sûr qu'on cherche. Pour l'instant, malheureusement, les résultats sont plutôt négatifs. Mais oui, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup, comme l'expansion du clone, comme pourquoi les gens qui ont une HPN font des thromboses, comme pourquoi certains répondent à l'immunosuppression et d'autres pas, comme pourquoi la greffe ne marche pas chez tout le monde. Vraiment, ça nous occupe beaucoup. Après, malheureusement, comme en recherche, souvent, les questions posées, on les connaît. On travaille d'acharnement, d'arrache-pied dessus. Et je peux vous dire qu'on n'hésite pas sur nos efforts. Simplement, voilà, on en est à chercher pour l'instant. On a beaucoup avancé. Quand vous voyez les courbes, les avancées dans les greffes non apparentées, les avancées dans le traitement immunosuppresseur, il y a 40 ans, 5 à 10% des patients survivaient à une aplasie médulaire. Je ne sais pas si vous voyez les progrès qui ont été faits. Mais néanmoins, ça n'est pas suffisant et on continue de chercher. Donc oui, on cherche aussi là-dessus, mais pour l'instant, ça reste du domaine de la recherche. Bonjour. Nous, on est venus par rapport à notre fils qui a été greffé il y a bientôt 1 an. Il a 6 ans, bientôt 7 ans. Et après la greffe, tout s'est très bien passé. Et depuis janvier, il a eu une anémie hémolytique auto-immune. Donc en fait, il y avait beaucoup de bébés globules rouges, donc les réticulos. Et aujourd'hui, il est traité sous corticoïdes et ça prend du temps. Il a plus de 220 000, des fois il a 180 000. Est-ce que vous faites des études sur les après? Bien sûr, justement, là, il y a un effort européen qui va être publié sur les patients qui ont une aplasie médulaire, qui font des pathologies auto-immunes après la greffe. Et en pratique, votre cas reste exceptionnel dans un cas de maladie rare, mais sachez que oui, et que cet article, justement, s'occupe de donner le meilleur traitement à ces complications-là, le meilleur suivi, de savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et puis encore une fois, vous voyez bien aussi le message important sous-jacent, c'est qu'il y a des complications inattendues aussi post-greffe et qui font que tout ça est un rapport bénéfice-risque entre le fait de faire la greffe ou le fait de ne pas la faire. Et voilà, dans le cas présent, en effet, le traitement, c'est les corticoïdes. Normalement, ça rentre
rentre dans l'ordre. Ça prend toujours un peu de temps. Mais voilà pourquoi, encore une fois, il est important de travailler ensemble pour pouvoir justement, à l'échelle internationale, vous, votre enfant, et peut-être il y en a 5 ou 6 en France comme ça par an, quand on se met à l'échelle internationale, on a retrouvé une 50aine de malades. Et donc ça nous permet d'avancer. Dernière question, après je donne la parole à Flore. Inès, elle a commencé à prendre son nœud oral à partir du 1er mars 2017. Pendant 6 mois, elle a eu des taux 120, 130. Et après 6 mois, il y a eu des taux de 0, 20, 30. Et ils se sont posé la question si on donnait bien le traitement. Et nous, on a dit oui. On n'a pas changé depuis 6 mois. Si les premiers 6 mois, ça s'était super bien passé, au bout de 6 mois, elle a eu des taux qu'on ne comprenait pas. 0, 20, 30, 40, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et encore aujourd'hui, ces taux sont encore bas. Alors là, ils l'ont donné en cachet, d'accord, et ça baisse encore un petit peu. Là, elle est en 110, 115, et elle peut remonter même jusqu'à 180, elle peut redescendre à 80, et ils n'ont aucune explication. Alors ça aussi, c'est la problématique. Nous ne sommes pas des souris. Et donc, en pratique, il y a une hétérogénéité importante entre chacun. On a certaines personnes chez qui on a du mal à doser la cyclosporine. En plus de ça, la cyclosporine interfère avec beaucoup de choses, des médicaments, mais aussi l'alimentation, sans compter aussi l'évolution de grandir et de prendre du poids, et donc que la dose ne soit pas la même. Donc en pratique, il nous arrive de changer en effet la formulation de la cyclosporine dans des situations similaires. Après, oui, c'est des choses qui arrivent, c'est pas fréquent, mais en pratique, ça nous arrive chez certains malades d'avoir augmenté, notamment avec des médicaments comme le Noxafil, dont on sait que ça surdose la cyclosporine. À l'arrêt du Noxafil, eh bien, les patients ont besoin de monter leur dose. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Oui, j'entends, mais encore une fois, je pense qu'il faut peut-être changer la formulation et puis adapter le traitement, mais c'est des choses qui arrivent.